Το ραντεβού είχε δοθεί μπροστά από το σιδηροδρομικό σταθμό στη πόλη Μπορντό της Γαλλίας για τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου. Ο άνθρωπος που θα συναντούσα δεν έχει τηλέφωνο, δεν έχει διεύθυνση, περιπλανιέται από πόλη σε πόλη, έχει δεχτεί απειλές για τη ζωή του. Είχε πάει 5:30 και δεν είχε εμφανιστεί ακόμα. Άρχισα να ανησυχώ ότι μόλις είχα κάνει 2 κοστοβόρες πτήσεις άδικα και ότι τελικά θα με στήσει. Την προηγούμενη φορά που το συνάντησα ήταν Άνοιξη και πάλι σε μια άλλη πόλη της Γαλλίας, την Νίκαια. Και τότε η συνάντηση είχε προγραμματιστεί να γίνει στα γραφεία του δικηγόρου του, αλλά όταν έφτασε εκεί μου ανακοίνωσαν ότι το τόπος του ραντεβού είχε αλλάξει. Τελικά, μετά από ώρα και συνεννοήσεις, καθίσαμε μαζί σε εκείνη την πρώτη συνάντηση στην ταράτσα ενός ξενοδοχείου της παραθαλάσσιας πόλης της Γαλλικής Ριβιέρας. Είχε αρχίσει να νυχτώνει στην πόλη του Μπορντό όταν επιτέλους εμφανίστηκε. Ο άνθρωπος που θα συναντούσα λέγεται Hervé Falciani, είναι κατεζητούμενος της Interpol και βρίσκεται σε προστασία από τις γαλλικές αρχές. Interpol, c'est ma médaille. Interpol, je suis poursuivi par Interpol. Voilà, je continuerai à être un grand, dangereux criminel. D'accord? Et ça me va très bien. Parce que je vous dis, dans d'autres époques, quelqu'un qui luttait contre l'esclavage, c'était un criminel. Et moi et d'autres, on se sent vraiment comme ça. On sent vraiment qu'on crie, qu'on est là contre des crimes contre l'humanité. Ce qu'ils sont en train de vous faire, c'est des crimes contre l'humanité. Si vous êtes pas assez intelligent pour le comprendre, la prochaine génération le sera peut-être. En tout cas, nous, on laisse des informations, moi et d'autres. Ο Hervé Falciani είναι ο πρώην υπάλληλος της τράπεζας HSBC Γενέβης, που τη διετία 2006-2007 απέσπασε από τα κεντρικά της τράπεζας στοιχεία, κάνοντας δεκάδες χιλιάδες καταθέτες σε όλο τον κόσμο να αγωνιούν, από αυτούς περισσότεροι από 2.000 στην Ελλάδα. Είναι ο άνθρωπος που απέσπασε όλα τα δεδομένα, αυτό που ονομάζουμε σήμερα λίστα Lagarde και διεθνώς Swiss Leaks. Donc vous pouvez rendre visible tous les vols effectifs qui ont eu lieu chez vous. Donc ça, c'est l'information uniquement. Donc première étape, que vous ayez pas non 1% et que vous ayez les 100% de ce qui est disponible sur comment et ce que faisait cette banque. Donc ça, je peux vous aider à l'avoir parce que c'est sur l'Internet. Donc de la même façon que la France l'a eu, que d'autres pays l'ont eu, la Grèce peut l'avoir. Για κάποιους είναι ένας απατεώνας και για άλλους ήρωας. Τώρα, έχετε δεχτεί απειλές για τη ζωή σας? Έχετε φοβηθεί ποτέ σε όλη αυτή την περίοδο? Moi, je dirais, on peut pas rentrer dans ce genre de démarche si on a peur pour sa vie. D'accord? C'est impossible. Il faut accepter les risques. Il faut accepter les risques. Les menaces correspondent évidemment à l'enjeu. C'est-à-dire que de la même façon qu'on met en risque des milliards et des milliards, eh bien, les gens ont intérêt à ce que vous arrêtez. Le plus gros combat qu'on fait, auquel je participe moi-même, c'est celui justement de permettre à tout le monde de comprendre bien, d'aider à ce qu'on comprenne bien que l'évasion fiscale, le manque de contrôle, la dérégulation financière, c'est ce qui nous coûte la crise. Donc les risques, ils sont là. Je ne suis pas le seul. Heureusement, si on veut dire, aujourd'hui, j'ai la protection implicite. Ο Hervé Falciani γεννήθηκε στο Μονακό από πατέρα Ιταλό και μητέρα Γαλλίδα. Από μικρός γνώρισε 2 πράγματα στη γενέτειρά του, το Μοντε-Κάρλο, τις τράπεζες και τα καζίνο. J'ai grandi, je suis né à Monaco, donc un endroit très privilégié, bien sûr, et dans l'environnement des banques, des casinos, et mon père fait effectivement toute sa carrière dans la banque privée à Monaco. Et c'est comme ça que de tout petit, j'ai pu vivre les évolutions et la transformation de cette industrie. Donc j'ai vu se transformer les moyens de communication, j'ai vu se transformer les réglementations aussi, a fait qu'aujourd'hui, donc on se retrouve dans des situations que l'on connaît où la fraude
devient une activité majeure, ne devient plus quelque chose qui correspond finalement à un désagrément, à une petite perte. Elle représente un grand risque qui entraîne justement l'instabilité de toutes nos sociétés. Ο Φαλσιανί έγινε τελικά προγραμματιστής και το 2000 προσλήφθηκε από την HSBC Γενέβης στο τμήμα που είναι υπεύθυνο για τα ηλεκτρονικά συστήματα της τράπεζας. Ayant grandi dans l'environnement de la banque, avec effectivement de la famille travaillant dans la banque, avec les amis, des proches travaillant dans la banque, naturellement, on s'intéresse à la banque. Une des principales activités quand on est à Monaco, c'est la banque, c'est la finance, et la finance offshore. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'on y trouve les principales banques internationales. Donc dans un endroit qui est petit comme une ville, eh bien naturellement, il était et il reste possible de travailler dans de très grandes banques internationales. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour HSBC. Et ensuite, parce que justement ce sont des banques internationales, et parce que connaissant la banque, et connaissant aussi la technologie, eh bien ça m'a amené à travailler sur les projets de plus en plus sensibles, des projets qui à l'origine étaient locaux sont devenus internationaux, pour devenir au niveau de la direction mondiale, donc de la banque privée à Genève. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à Genève. Donc travaillant pour la même banque, HSBC Private Bank. Au début c'était Monaco, puis après c'est devenu Worldwide, à Genève. Τέλη του 2006 έχει αναβαθμιστεί στο τμήμα και η τράπεζα του αναθέτει τη μεταφορά αρχείων πελατών σε νέο σύστημα. Τότε είναι που αρχίζει και να κλέβει στοιχεία και να τα μεταφέρει στον υπολογιστή του. Σήμερα αποκαλύπτει μπροστά στη κάμερα πώς πήρε τα στοιχεία από την τράπεζα. Πώς είχατε πρόσβαση σε όλα αυτά τα στοιχεία μέσα στη τράπεζα? Comme la plupart des autres personnes travaillant dans l'évolution, la transformation, le développement des banques à l'intérieur, on est tous confrontés à des mécanismes de préservation du secret. C'est-à-dire que l'industrie de la banque, c'est l'industrie de la banque offshore. Il faut bien comprendre, c'est une banque qui n'a pas grand-chose à voir avec celle au coin de la rue. L'industrie de la banque offshore repose sur l'aptitude à préserver le secret, l'aptitude à cacher les transactions, cacher les identités des bénéficiaires des avoirs. Quand vous avez des banques internationales aujourd'hui, grâce à la technologie, vous allez avoir des informations qui sont dans un pays, puis une partie qui sont dans d'autres pays. Vous avez ce qui, avant, à l'époque, quand moi j'ai commencé à connaître la banque, se trouvait dans un seul pays, se trouvait par exemple à Monaco. Eh bien, avec le temps, les activités de la banque se sont déplacées dans différents pays. Quand je me suis retrouvé à Genève, j'ai eu la chance donc d'avoir accès à un ensemble de personnes qui chacune d'elles avait des éléments, des informations complémentaires. Donc, en réunissant tout ça, on a pu montrer tout ce que pouvait faire la banque. Et c'est une fois qu'on a réuni tout ça ensemble qu'après il a fallu déjouer les limites légales pour permettre d'ouvrir des enquêtes. Et c'est ça qui a été très difficile. Με ποιους συνεργαστήκατε για να πάρετε όλα αυτά τα στοιχεία? Alors le plus gros effort a été de récupérer les informations telles qu'elles existaient dans la banque. Et pour expliquer un peu, une banque, c'est surtout un système informatique, c'est surtout un gros ordinateur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'essentiel de ce qui est nécessaire pour qu'une banque travaille, ce sont des ordinateurs. Donc nous, et moi en particulier, il a fallu que j'obtienne l'ensemble des informations comme elles étaient dans la banque. Déjà pour qu'elles soient recevables en termes légaux, qu'on ne puisse pas dire qu'elles aient été modifiées. Donc telles qu'elles étaient dans la banque, on les a récupérées et on les a mis en sécurité. Ensuite, une fois rentrées, il a fallu travailler pendant des années, des mois puis des années, avec des enquêteurs, des spécialistes, pour les mettre dans un format qui permette leur utilisation, c'est-à-dire dans des logiciels qui peuvent être de l'Excel, qui peuvent être des choses qu'utilisent les enquêteurs, des bases de données plus simples. Une fois qu'on a fait ça, une fois que ces données étaient donc récoltées, disponibles pour la justice, il fallut faire face à quoi? À toutes les réglementations qui nous empêchent de commencer des enquêtes. La deuxième partie de mon aventure
a été celle de pouvoir faire commencer des enquêtes. Ces documents, quand ils ont été extraits, ils ont été mis sur l'Internet. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu accès aux informations sensibles. J'ai eu accès que par l'intermédiaire de l'Internet. Το καλοκαίρι του 2008 η HSBC μαθαίνει για πρώτη φορά την κλοπή όταν οι ελβετικές αρχές την πληροφορούν ότι ο Φαλσιανί, χρησιμοποιώντας ψευδόνυμο και σε συνεργασία με μια συναδελφό του από την τράπεζα, επίσης με ψευδόνυμο, προσπαθούν να πουλήσουν στοιχεία της τράπεζας στο Λίβανο. Vous avez accusé d'avoir essayé de vendre les données. Mais là aussi, c'est absolument faux. Je dirais, il faut bien comprendre que la difficulté, encore une fois, c'est de faire avancer les investigations. Et tout ce qui a été retenu contre moi là-dedans a été même déjà jugé par une des plus grandes instances judiciaires espagnoles. Lorsque la Suisse a prétendu ça, moi je serais jugé aussi pour ça en Suisse, mais lorsque la Suisse a prétendu ça, et lorsqu'elle a communiqué les éléments qu'elle disait détenir prouvant ça, eh bien l'Espagne a jugé, a dit vous n'avez pas d'éléments qui le confirment. Parce que c'est un crime aussi. C'est déjà dans tout le rapport qu'ils ont rendu public que ce que prétend la Suisse est faux. Et un outrage à l'intelligence, un outrage au minimum de respect qui devrait à nos autres concitoyens du monde. Το 2008 ο Φαλσιανί διαφεύγει στη Γαλλία. Οι ελβετικές αρχές ζητούν να γίνει έλεγχος στο σπίτι του για να εντοπίσουν τα στοιχεία και να εκδοθεί ο Φαλσιανί στην Ελβετία. Οι γαλλικές αρχές όμως δεν τον εκδίδουν, προκαλώντας διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Γαλλία κρατά τον Φαλσιανί για να το χρησιμοποιήσει στις έρευνες για τη δική τους λίστα με τα ονόματα. Quand je suis arrivé donc en France, je n'avais rien avec moi. Je n'avais rien. La première chose que j'ai fait, c'est d'acheter un ordinateur. J'ai acheté un ordinateur portable, voilà, et j'ai récupéré de l'Internet quelques éléments qui étaient propres à la France. J'ai récupéré sur l'Internet les informations qui étaient relatives à la France. La première étape a été de faire commencer une enquête. Comme je vous le disais, une fois que toutes les informations ont été récupérées, le plus dur et qui reste encore aujourd'hui dur, c'est de faire commencer des enquêtes. Parce que les lois et les politiques, souvent, se sont opposés à ça. Parce que ça, c'est un produit de vol. Parce que l'information, même si elle est d'intérêt public, est protégée par la loi. Comme à une époque, si on veut, l'esclavage était légal, aujourd'hui, il y a une autre forme d'esclavage que vous connaissez bien en Grèce, qui est protégée par la loi. Ce qui veut dire que aujourd'hui, de partager l'information, c'est commettre un délit. Comme aujourd'hui, heureusement, mettre quelqu'un en esclavage, normalement, c'est un délit. Sauf que, on le sait, c'est pas toujours aussi simple. Mais voilà. Donc, si on veut, aujourd'hui, effectivement, alors que l'information que je partage a permis de récupérer des milliards, alors que l'information que je partage permet de révéler des activités qui sont répréhensibles, qui sont criminelles. En Belgique, il y a des investigations pour crime, non pas pour fraude fiscale, pour crime. Donc, malgré ça, c'est moi qui suis poursuivi aujourd'hui. Malgré ça, c'est moi qui enfreins la loi. En permettant qu'on investigue, parce que le secret financier est un secret qui est divin aujourd'hui. Οπότε πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία που ξέρουμε δεν γνωρίζουμε όλους τους καταθέτες της λίστας Lagarde. Je suis certain que la Grèce n'a pas ça, n'a que 1%. Ο Φαλσιανί, αν βρεθεί στην Ελβετία, θα συλληφθεί αμέσως. Για κάποιους μήνες μπήκε και φυλακή στην Ισπανία. Alors, j'ai commencé effectivement à travailler avec les Français, puis après avec les Italiens, puis après avec d'autres pays. Et à chaque fois avec cette nécessité, parce que les pays ne collaboraient pas,
cette nécessité de faire avec les uns ce que j'avais déjà fait avec les autres. Et avec toujours ces problèmes politiques qui faisaient que les enquêtes s'arrêtaient. Alors que je commençais et que j'aidais, d'une façon ou de l'autre, à chaque fois, eh bien, il y a eu les entraves judiciaires. Et pendant des années, il a fallu, et on continue encore aujourd'hui, à lutter contre des justices et des lois qui, européennes ou françaises ou italiennes ou autres, empêchent que des enquêtes soient faites. C'est-à-dire que, alors que si vous commettez un délit chez vous, vous allez être arrêté de suite, les lois ont été faites telles qu'ils soient très très difficiles aujourd'hui. Les politiques ont fait en sorte que sans leur volonté, eh bien, il soit pratiquement impossible d'enquêter sur des données qui étaient protégées par le secret bancaire. Et France a gagné quoi avec cette collaboration avec toi? Donc déjà, la France a pu récupérer des millions et des millions, des milliards par l'occasion, parce que si on veut, dès que ça s'est su déjà que des enquêtes commençaient, qu'il y avait des listes, beaucoup de gens sont venus régulariser leur situation. Et ça fait rentrer déjà plusieurs milliards une première fois. Οπότε ξεκινήσατε από τη Γαλλία και μετά πήγατε στην Ιταλία. L'Italie, les États-Unis, à peine donc commencé le travail en France, les mêmes personnes avec qui je travaillais m'ont expliqué clairement qu'ils allaient être entravés, que ça allait être très dur pour eux, et que la seule alternative était justement d'ouvrir de nouvelles enquêtes ailleurs, d'essayer de les faire ouvrir dans d'autres pays. Et c'était difficile parce qu'aller ouvrir des enquêtes dans d'autres pays, ça voulait dire me faire arrêter. Donc j'ai commencé naturellement par les pays où je n'allais pas me faire arrêter et de travailler avec les gens qui pouvaient se rendre dans les pays où, je dirais, ils pouvaient travailler. Τι έχει γίνει όμως με τη λίστα Lagarde και την Ελλάδα? Τα στοιχεία της λίστας του Φαλσιανί γνωρίζουμε πια ότι έφτασαν και πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2010, όταν Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας ήταν η Κριστίν Λαγκάρντ, εξού και η λίστα ονομάζεται λίστα Lagarde. Επί 2 χρόνια περιπλανιόταν από στικάκι σε στικάκι και από σιρτάρι σε σιρτάρι. Το 2012 η ελληνική κυβέρνηση ξαναζήτησε τη λίστα μετά από αποκαλύψεις για τη μη αξιοποίησή της. Από τότε μέχρι σήμερα, από τα 2.062 ονόματα της αρχικής λίστας, δεν έχουν ολοκληρωθεί περισσότεροι από 200 έλεγχοι και πολλοί από αυτούς, τους οποίους βεβαιώθηκαν φόροι, έχουν προσφύγει κατά των αποφάσεων των φορολογικών αρχών και κανείς δεν έχει ανακοινώσει αν έχει μαζευτεί κάποιο ποσό από την έρευνα των στοιχείων της λίστας. Έχετε ταξιδέψει ποτέ στην Ελλάδα? Je n'ai pas le droit de me rendre en Grèce. Si on m'invitait en Grèce, si le gouvernement voulait que j'aide, je collaborais gracieusement et volontiers avec les enquêteurs grecs, si on me le demandait. C'est-à-dire que demain, si l'administration fiscale, si le gouvernement grec disait « Monsieur Falciani, est-ce que vous pouvez nous aider à améliorer nos enquêtes? Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations pour aller plus loin dans nos enquêtes ?» Je dirais oui. Dès demain, si vous voulez, vous pouvez avoir 1000 fois plus d'informations que ce que vous avez eu. 1000 fois plus, mais c'est beaucoup plus. Et demain, je peux venir. Moi, je suis prêt demain, si le gouvernement grec demandait une aide, à le faire gracieusement. Sauf que ça, c'est quelque chose qui était vrai il y a déjà 4 années, lorsqu'on s'est vu, et que jamais la moindre demande ne m'est parvenue. Des demandes me sont parvenues d'aide américaine, espagnole, argentine, de l'Argentine, de la Belgique. Des demandes me sont venues de différents pays, jamais de la Grèce. Déjà, basé sur l'expérience de ces années de travail avec les experts, on peut aider à avoir rien que les mêmes choses qu'il y a eu en France. En France, en mettant en place les vrais mécanismes de lutte, d'accord, en prenant sérieusement le cas, ça a déjà convaincu pour 30 milliards les gens à revenir en France, à régulariser leur situation. Je dirais que ce n'est pas très compliqué. Il s'agit simplement de prendre la décision de le faire. Et dans ce cas-là, effectivement, tout ce qu'on a pu vivre, tout ce que j'ai pu vivre ici, en France,
avec les enquêteurs français, on peut le répliquer en Suisse, en Grèce, que ça déplaise ou pas à la Suisse d'ailleurs. Et ce serait bien qu'on fasse la même chose en Suisse, mais bon, c'est pas demain. Με τις τελευταίες αποκαλύψεις των SwissLeaks φαίνεται ότι και άλλα ονόματα Ελλήνων καταθετών προσθέτονται στην αρχική λίστα. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κερδίσει η Ελλάδα αν εκμεταλλευόταν αυτή τη λίστα Lagarde? En un jour, ils peuvent avoir accès à l'ensemble des informations qu'a eu la France et que très peu d'autres gens ont eu. D'accord? Donc rien que ça déjà. Vous savez que l'information c'est tout. Le secret c'est ce qui permet justement qu'on soit volé, qu'on soit vraiment volé. Et vous pouvez lever ce secret. Donc vous pouvez rendre visible tous les vols effectifs qui ont eu lieu chez vous. Donc ça, c'est l'information uniquement. Donc première étape, que vous n'ayez pas non 1% et que vous ayez les 100% de ce qui est disponible sur comment et ce que faisait cette banque. Donc ça, je peux vous aider à l'avoir parce que c'est sur l'Internet. Donc de la même façon que la France l'a eu, que d'autres pays l'ont eu, la Grèce peut l'avoir. Οπότε πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία που ξέρουμε δεν γνωρίζουμε όλους τους καταθέτες της λίστας Lagarde? Je suis certain que la Grèce n'a pas ça, n'a que 1%. Parce que ça fait partie des décrets. Il y a différentes façons pour qu'elle l'obtienne. Il y a par voie judiciaire et puis par d'autres voies de renseignement, services de renseignement. Mais elle a eu aujourd'hui qu'1%. Si on veut, ce qui est très important à comprendre, c'est que le plus important, c'est la volonté politique de faire quelque chose. Le plus important. Ça veut dire déjà... Est-ce qu'il y a une volonté politique en Grèce? Je pense que si vous avez un changement, c'est la chance pour que ça aussi, ça arrive dans ce changement. Vous avez un changement visible, d'accord, avec des positions claires. Eh bien, dans ce domaine-là, c'est aussi un autre chemin et un autre champ de bataille. Vous savez très bien que ça représente des milliards, et c'est des milliards qui sont souvent perdus dans des pays partenaires, non simplement avec la Suisse ou d'autres pays hors de la communauté, mais qui sont perdus à cause du manque de collaboration avec des États intra-européens. Donc, ces informations, ces changements peuvent venir pour peu que politiquement, il y ait le suivi. Pourquoi la Grèce n'a pas demandé votre assistance? Parce que je vous dis, politiquement, il n'y a jamais eu cette volonté jusqu'ici. Aujourd'hui, la Suisse et le secret bancaire et ses efforts pour sauver le secret bancaire sont plus forts que les gouvernements européens. Quand moi j'ai pu me rendre, ou je peux me rendre dans des pays hors d'un certain petit nombre de pays, je risque de me faire arrêter. Donc c'est très bien si je le souhaite me faire arrêter. En Espagne, ça a été utile. Mais il y a bien des cas où ce n'est pas utile que je me fasse arrêter. Donc je vous disais, demain, si je dois aller en Grèce officiellement, j'irai. Mais si j'y vais sans y être invité, je peux me faire arrêter en Grèce. Ο Φαλσιανί δεν έχει προσκληθεί επίσημα από τις ελληνικές αρχές. Αλλά όπως αποκαλύπτει σήμερα στην εκπομπή, έχει έρθει ανεπίσημα κάποια στιγμή στην Ελλάδα για συναντήσεις. Alors, quel était l'objectif de votre visite en Grèce? Quand je suis venu en Grèce à un moment où on pouvait espérer qu'en termes judiciaires, eh bien, les enquêteurs grecs demandent toute leur aide aux enquêteurs français. Donc c'est quelque chose qui reste possible aujourd'hui et qui à l'époque on n'a pas réussi à mettre en place. Il y a deux façons pour que la Grèce obtienne toutes les informations qui peuvent lui être utiles. La première, c'est par voie judiciaire et la deuxième par les voies des services de renseignement. Dans les deux cas, j'ai voulu aider et dans les deux cas, je peux aider. Et à l'époque, quand je me suis rendu en Grèce, c'était pour que par la voie judiciaire, ça se fasse. Puisque la voie des services de renseignement n'était pas possible à l'époque. Et on a vu aussi que la voie judiciaire n'était pas possible. Mais aujourd'hui, les deux restent possibles. Il suffit que politiquement, on le veuille. Vous avez collaboré avec les services fiscaux de la Grèce? Non. Vous vous rappelez avec qui et vous avez parlé? Jamais. J'ai jamais travaillé avec les services officiels de la Grèce. Jamais.
J'ai été en contact avec différents activistes qui ont cherché à faire bouger les choses. Quand tu dis activiste, Des gens qui, sans responsabilité officielle, de partout, hein, même en France, chaque fois qu'on a réussi à faire bouger les choses, c'est grâce à la communauté. C'est grâce à des gens, des ONG, qui ont réussi à activer, à des politiques, certains plus courageux que les autres. τώρα, η Ελλάδα γιατί πιστεύετε ότι δεν έχει προχωρήσει να ερευνήσει τη λίστα? Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que la plupart du temps, les actions qui sont menées dans la lutte contre l'évasion fiscale sont minimes, sont souvent non soutenues. Les gens, les administrations n'ont pas les moyens pour aller très loin. D'accord ? Ça, c'est ce que j'ai pu observer. Non seulement parce qu'ils n'ont pas forcément les outils dès le début, ils ne sont pas habitués à traiter ce genre d'informations non plus. Et puis après, parce que souvent, les personnes ne sont pas tenues informées de l'importance du sujet. C'est juste maintenant, et encore, on n'est pas encore arrivé à faire comprendre à tout le monde l'importance qu'il y a. Les gens ne comprennent pas encore tous que s'ils payent des impôts trop, c'est parce que les plus grandes entreprises ne les payent pas. En Grèce, je vous ai expliqué, il y a énormément de choses qui sont à faire pour que souvent ce qui se passe autour de la Grèce serve à la Grèce, alors qu'aujourd'hui ça ne sert pas à la Grèce. Si on veut, vous avez des entreprises qui travaillent avec des entreprises qui devraient payer des impôts en Grèce et qui travaillent avec d'autres pays qui savent qu'ils ne payent pas d'impôts en Grèce et qui n'aident pas la Grèce à ceux qui payent leurs impôts en Grèce. Πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε εσείς στην Ελλάδα να ερευνήσει τη λίστα? En premier lieu, récupérer toute l'information, non pas la petite part, mais tout, pour avoir une belle compréhension de tout ce qui se passe. Quelles sont les transactions financières et tout ça. Ça, c'est nécessaire. Τι θα μπορούσε να κερδίσει η Ελλάδα αν εκμεταλλευόταν τη δική σας παρουσία? En exploitant la liste au maximum, vous allez déjà permettre que les gens régularisent. Et déjà, régulariser, ça représente des milliards. Deuxièmement, ça va permettre, après en échange avec la communauté, hein, je vous dis, on a des experts, vous connaissez le sujet de LuxLeaks, tous ces gens, on est dans une communauté et on collabore ensemble, on travaille, on a des informations pour avancer plus loin. Donc rien que déjà de faire en sorte que ces informations soient utilisées pour des lois. Une seule loi suffise, pas compliqué une loi qui permette de protéger toute personne qui amène des informations d'intérêt public. Rien que cette loi qui est très simple à énoncer, je viens de le faire. Toute personne qui amène des informations d'intérêt public doit être protégée. Si c'est le cas, demain vous allez avoir une grosse atteinte de fait à l'impunité. Donc les gens vont hésiter à 2 fois avant de continuer. Parce que si on sait ce qu'ils font, ils arrêtent la plupart du temps. Ça suffit. Rien que déjà, ça va faire changer, ça va arrêter, ou en tout cas progressivement, faire diminuer l'évasion fiscale. Donc autant de gains qui vont être là. Il faut aussi bien comprendre que des personnes comme moi sont des liens entre plusieurs pays. Il faut, quand on parle de collaboration et d'Europe, il faut qu'on se soutienne. Et ça, c'est en améliorant les communications entre les services qui sont chargés de la lutte contre l'évasion fiscale, contre la fraude de façon générale. Il y a encore beaucoup à faire. Donc moi j'étais au cœur du sujet, ça fait des années, au plus haut niveau de ce qui se fait. Et je peux vous assurer qu'on a à faire là-dessus. Dans ce domaine, on a à faire. Et rien que je vous dis, en établissant et en améliorant l'échange d'informations qu'il y a entre des pays comme la France et la Grèce, pour parler rien que de ce cas que je connais bien, on peut lutter énormément contre l'évasion fiscale des grandes entreprises, mais aussi des particuliers. Souvent, vous avez un banquier qui va gérer des comptes grecs depuis la France, il n'a pas besoin d'être dans d'autres pays. Ce cas existe. Vous avez des grandes fortunes qui sont gérées par des banquiers en France, des grandes fortunes grecques. Ça serait intéressant que tout soit, je dirais, connu. Parce que après, il faut distinguer, c'est la dernière étape, comme je vous dis, il faut distinguer ce qui est illégal de ce qui est amoral. Aujourd'hui, ce qui est amoral continue à être légal parce qu'on ne le connaît pas. Et donc,
de favoriser ces échanges dans les communautés civiles qui ne sont pas d'accord, des différents pays de l'Europe, on va réussir à faire changer les lois. Il y a des fois, je vous dis, il y a des lois qui peuvent être allemandes, qui seront injustes pour des contribuables grecs. C'est vrai en France, c'est vrai en Italie. Donc, l'échange de l'information, pour éviter des injustices comme celle à laquelle est soumise la Grèce, est importante. L'information est capitale. Ο Φαρσιανή ζει για μεγαλοδιάστημα στην Ισπανία, όπου συμμετέχει στο κίνημα πολιτών Partido X, που συνεργάζεται με τους Podemos. Η ζωή σας έχει αλλάξει πάρα πολύ μετά από όλο αυτό που συνέβη. Αν μπορούσατε να γυρίσετε πίσω, θα ξανακάνετε πάλι το ίδιο? J'aurais pris, bien sûr, la décision, elle a été prise. C'est pas comme sauter dans le vide et puis après se demander ce qu'il y a. La décision a été construite. Aujourd'hui, eh bien, évidemment, je le ferai différemment parce qu'il y a de nouvelles possibilités de le faire. Je rappelle simplement une chose. Tout ce que j'ai fait permet et a permis aux gens, aux citoyens, de récupérer de l'argent qu'on leur avait volé. Il faut être clair. On parle d'action et on veut me dire j'ai des mauvaises intentions. Qui c'est qui en a à foutre quelque chose? Quelle est l'importance des mauvaises intentions? Est-ce que c'est le résultat qui compte? Regardez tous les gens qui ont des bonnes intentions et qui font que vous soyez dans la crise. Et qui font que vous mourriez, vous. Vous mourriez dans la rue. Est-ce que ça, ils ont des bonnes intentions et ils ont des mauvaises actions? Ce qui importe, c'est comprendre qu'est-ce qui va changer votre vie. Et ce qui va changer votre vie, c'est des alternatives. C'est des informations qui vous permettront de voir plus clair. Aujourd'hui, même si ce sont que des mauvaises personnes qui vous expliqueront pourquoi la finance vous met dans l'embarras, vous met dans la misère, pourquoi vous êtes en esclave, vous êtes dans une caste qui a à peine droit à vivre. Même si ce sont des gens qui sont très mauvais, écoutez et observez les faits, les faits. Les mêmes gens en Europe, M. Juncker, qui pourrait permettre une enquête sur LuxLeaks, a interdit que ça se fasse. Alors, qui c'est qui est criminel là-dedans? Est-ce que c'est moi? Est-ce que ce sont les informations réelles, validées, qui sont criminelles? Ou est-ce que c'est les gens qui vous laissent mourir, vous, dans la rue? Je dis qu'on doit vivre avec la finance. Une finance qui ne protège pas ses crimes, qui ne protège pas, justement, le mensonge. Je vous dis, il y a des milliards et des milliards qui vous font devoir payer des intérêts pour de l'argent qui reste là où ça ne sert à personne, sauf à quelques-uns qui ont assez pour des millions de vies à vivre, pendant que vous n'en avez pas assez pour vivre une semaine. Je ne vous parle pas du fait qu'il faut détruire un système. Je dis que l'information est toujours un droit. L'information est un droit. Et c'est un devoir de protéger ceux qui permettent l'accès à cette information. Tout ce qui va contre ça va contre la connaissance. And I think the Eurogroup will stick to this principle, respecting the current agreements. Το θέμα της φοροδιαφυγής είναι πάρα πολύ μεγάλο, απασχολεί όλη την Ευρώπη και θα μας απασχολήσει και στο μέλλον εδώ στην Ελλάδα. Όμως αύριο διεξάγεται ένα πάρα πολύ σημαντικό έκτακτο Eurogroup με θέμα την Ελλάδα. Απευθυνθήκαμε λοιπόν στις Βρυξέλλες και συνομιλήσαμε με προέδρους και αντιπροέδρους όλων των κομμάτων του Ευρωκοινοβουλίου για να μας μεταφέρουν το κλίμα και να μας πούνε τι περιμένουν από το αυριανό Eurogroup. Και ξεκινάμε με τον Γερμανό, τον Manfred Weber, ο οποίος είναι πρόεδρος του Λαϊκού, του Δεξιού Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο, το μεγαλύτερο κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο Weber ανήκει πολιτικά στο κόμμα της Άγγελας Μέρκελ και θα λέγαμε ότι είναι και πιο συντηρητικός μέσα σε αυτό το κόμμα. Κύριε Weber, ποια είναι η γνώμη σας μέχρι στιγμής για τη νέα ελληνική κυβέρνηση? Well, we started a few days ago, first of all, with respect for the democratic decision of the voters in Greece. We have a new government. And we are welcoming this new government. They have the chance to present their ideas, like all the other governments in Europe has to present their ideas as well. But now we have to sit together and we have to find common solutions for our European challenges. Ποια είναι η κατάσταση στην οποία πιστεύετε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας?
Well, Greece went through a very painful and hard time period during the last years, and everybody in Europe knows this. And when I saw the developments for the last year, then I have to say that after this painful time period, that Greece has a stable budget without any deficit. Greece had last year a small growth rate, especially in the tourism sector. The figures were very positive for the developments there. I would say there was light at the end of the tunnel, and Samaras did in this regard to create this light after these painful decisions, a stable job to help to come out of the crisis. There was a chance for doing this. And frankly speaking, during the first week of the new government, I think the new government destroyed a lot of this regained trust, of this re-established trust in Greece during 1 or 2 weeks now. A lot of investors are not thinking about investing now in Greece after these developments. So we have to sit together and find solutions now. Ρωτήσαμε και τη γνώμη του Guy Verhofstadt, του πρώην Πρωθυπουργού του Βελγίου, ο οποίος είναι σήμερα πρόεδρος του Κόμματος των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Well, yeah, I think it's an enormous opportunity for Greece to change politics, because it's for the first time that neither Nea Demokratia, neither PASOK are in the government. So this is a huge change and a huge opportunity for Greece, this new government. Nevertheless, I was surprised that Mr. Tsipras finally did a coalition with an extreme right-wing party, with a party who was against Jews, gays, against migrants, and so on. But okay. Let's now see what this government is proposing and what reforms they are capable to do. Οπότε είστε αισιόδοξος ότι η νέα κυβέρνηση μπορεί να πετύχει κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες κυβερνήσεις? I think so. I think so, because the previous two parties were the basis, the source, I should say, for the clientelistic system that is still existing in Greece, and that is the main obstacle, I think, for the recovery of Greece. Ρωτήσαμε όμως και τη γνώμη του κ. Δημήτρη Παπαδημούλη, του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα έχουμε ανακτήσει μια αξιοπρέπεια του λαού μας, έχουμε καταστήσει γνωστά και πολύ πιο κατανοητά και εύληπτα τα ελληνικά αιτήματα και έχουμε δηλώσει και μετά τις εκλογές, όπως και πριν τις εκλογές, ότι σε μια σκληρή διαπραγμάτευση κανείς στο τέλος δεν πετυχαίνει το 100% των στόχων του. Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 100% αυτό που θα θέσει στο τραπέζι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί και 100% η εκβιαστική άρνηση, όχι σε όλα, της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σόιμπλε. Διεκδικούμε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και είναι βέβαιο ότι με τη στήριξη πια πάνω από το 70% του ελληνικού λαού, αλλά και με τα ερίσματα που έχουμε δημιουργήσει μέσα στην Ευρώπη αλλά και έξω από αυτήν, θα πετύχουμε μία λύση πολύ καλύτερη από αυτήν που μας κληροδότησε η απελθούσα κυβέρνηση. Θα σκεφτόσασταν μια επαναδιαπραγμάτευση του ελληνικού χρέους και μια ελάφρυνση των μέτρων λιτότητας προς την Ελλάδα? Starting point is respect for the outcome of the elections and respect for the new leaders in Greece. That is a starting point. But on the other hand, the Greek people voted in favor of a new parliament, of a new government, but they were not voting for a new state. You see, the state of Greece is the same. And a state made in the previous time agreements with their neighbors, with the other European peoples in Italy, in Germany, in Finland, and so on. And that's why we as EPP, we are starting with this statement that the new government have to respect the agreements of the past. And when this agreement is on the table, then we can talk about the future. Δεν είναι μόνο που η Ελλάδα διεκδικεί να μην στραγγαλιστεί, είναι που ο στραγγαλισμός της χώρας θα άνοιγε την πόρτα του φρενοκομείου για ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό δεν συμφέρει ούτε τους δανειστές μας. Επομένως, η εμπειρία δεκαετιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι ξεκινούμε με διαφωνίες και στο τέλος βρίσκεται μια αμοιβαία αποδεκτή λύση. Η γραφειοκρατία των Βρυξελών
είναι εξπέρ στο να βρίσκει τρόπους να γεφυρώνει διαφωνίες. Υπάρχει από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και σταθερότητα και γερό στο μάχη, αλλά κυρίως η πολιτική βούληση να βρούμε μια συμφωνία. Τους δανειστές μας δεν τους συμφέρει ρήξη και μην ξεχνάτε, όλη η Ευρώπη δεν είναι Σόιμπλε. Παίζει ρόλο ο κύριος Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ, σημαντικό, αλλά υπάρχουν δυνάμεις που αποτελούν αυτή τη στιγμή ερίσματα ρεαλισμού και κοινής λογικής και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να ανέβει στο τέλος. Συμφωνείτε με αυτό που κατά καιρούς λέει η ελληνική κυβέρνηση, ότι η διαπραγμάτευση θα αρχίσει από την αρχή, γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν διαπραγματεύτηκαν καθόλου? Well, it's difficult to say that we're going to start from scratch because you cannot start from scratch where there are a number of agreements that have been signed in the past, and at the same time there are a number of immediate problems to solve in Greece, financial problems, problems of liquidity, and so on. So instead of starting now a war on words, saying, I think the best thing to do now is to ask to the Greek government to come forward with in-depth reforms, structural reforms, as they have promised. Reforms also that are different from what happened in the past, from the measures that have been taken by Nea Demokratia and PASOK, but in-depth reforms that really are changing the clientelistic system in Greece. And if the Greek government can show that they are ready to do these structural reforms in the coming days, in the coming weeks, we as Europeans have to be ready to negotiate about the financial burden of Greece. Τώρα, αν η ελληνική κυβέρνηση αποδείξει τη θέλησή της να προχωρήσει σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, τι είδους λύση πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί με τους εταίρους? Well, I have a personal opinion about that. I'm not a financial expert, but I'm more or less in favor to put on the table an extension of the maturities of the Greek loans and the Greek debts. But again, and I want to repeat that, for me this is only possible to renegotiate at the moment we have a clear view on what are the structural in-depth reforms that this new government want to accomplish, and who are clearly making the difference with what the Nea Demokratia and the PASOK have done in the past. Well, what are the questions from the new government? I see, for example, to stop privatization, to do more for social questions. That's principally understandable, but you have to have in mind that, for example, in my group, in the European People's Party, there are colleagues from Lithuania, from Latvia, from Slovakia. They have lower pension, they have lower minimum salaries than in Greece, and they cannot understand why Europe should now give more space, and flexibility means always more money. That's the realistic background of this. Why should Slovakia pay for the promises of Tsipras? That is the problem behind. You see, they have also elected government in Slovakia, which is defending the interest of their country. And we're practicing a lot of solidarity on European level. You know that we have to find new possibilities that Greece should use the European funds in a better way. Perhaps we can talk about stopping the contributions from the national level to the European funds, that you can use 100% of European money without national contributions for investing them. So for the future, I think there are a lot of possibilities to really think about a restart. But the principle, please, that's not aggressive or something like this, but the principle is that we are asking for respecting agreements, and this is not a respect from a question from the European level. This is mainly a respect from the European taxpayers all over Europe, who lended Greece a lot of money in the last years. Ποια είναι η άποψή σας για τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα? I have many times criticized these measures that have been taken by the previous government, by PASOK, by Nea Demokratia, under the guidance of the Troika, because it were mainly measures not to change things fundamentally in Greece, but measures to have the right figures, you know?
Well, I know that the wording of austerity is very negative, yes. But what is the background? The background of austerity is that we cannot spend more money that we are having income with taxations, and that is the principle, and that nobody can avoid this. It's for private persons, for for a family. It's the same situation like for a state. You cannot spend more than you have income. And that is a principle which all over Europe we have to come back. My home country, Germany, made a lot of mistakes in the last years, spent too much money, but now we are stable. Spain is now going back to stability. Ireland is back on stability. That is a principle. And if you're not recognizing this has nothing to do with, let me say, punishment or something like this. This is a principle that we cannot spend for a long time more than we have on the other side, taxation and income. I know that the people sometimes say figures is one side, but my daily reality is another side. I understand this, but the main step is first of all to have a good figures, growth and so on, and then 1 or 2 years later the people will feel that this is the only credible way. Αυτό που θέλουμε είναι μια στροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη, να καταστεί το χρέος μας βιώσιμο και όχι εξωφρενικά, εξωπραγματικά πρωτογενή πλεονάσματα για τα επόμενα χρόνια που καταστρέφουν τη δυνατότητα της χώρας να αναπτυχθεί η οικονομία της. Και μια ομαλή μετάβαση από το πρόγραμμα που αποδεδειγμένα απέτυχε σε ένα πρόγραμμα που να υπηρετήσει αναπτυξιακούς στόχους με όρους δημοσιονομικού νοικοκυρέματος. Κανένα δεν συμφέρει ρήξη. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θέλει λύση στη βάση του αμοιβαίου συμφέροντος. Είναι λογικό να διατυπώνονται σκληρές και απόλυτες θέσεις στην αρχή μιας διαπραγμάτευσης. Νομίζω όμως ότι στο τέλος θα πριτανεύσει το συμφέρον όλων που επιβάλλει ρεαλισμό και πραγματισμό. Και θα υπάρξει αυτή η νέα συμφωνία. Γιατί από αυτό θα κερδίσουν όλοι. Η ρήξη δεν συμφέρει κανέναν. Στο κόμμα των Σοσιαλιστών τώρα, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, ρωτήσαμε τη γνώμη της Αντιπροέδρου του κόμματος, της Γαλλίδας Ιζαμπέλ Τομά. Τι περιμένετε από το αυριανό Eurogroup? Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποιος συμβασμός? Écoutez, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas lire dans l'avenir. Ce que je peux vous dire, c'est que j'espère en tout cas qu'il y aura dans la discussion de l'Eurogroupe la volonté de tous, y compris du gouvernement grec, mais aussi des autres gouvernements de l'Union, de trouver la voie du compromis. Well, inside of the Eurogroup, I think this will be an important discussion because for the moment the meetings are only bilateral meetings, and then it's the first time that the whole group will come together. And I think the Eurogroup will stick to this principle, respecting the current agreements. And under the partnership with the ECB, with the European Central Bank, I think there is no alternative to do this. The program will end at the end of February for Greece. Everybody wants to continue this program. Everybody wants to help Greece in the upcoming months and years. And everybody wants really to invest in Greece like we do in other critical member states. But we have to respect agreements, and I think the most important challenge for the new Greek government is to do their homework, because the future of Greece will not be decided first of all in Brussels. It will be decided first of all in Athens, and in the willingness of the new government to change the state in a way, the state in a way that it is interesting to invest there, that you have really a credibility, that everybody is trusting in Greece. Well, I think what I expect is that they shall give this message. The message, okay, before starting now to negotiate and renegotiate a number of things, we invite the Greek government to come forward with a bold program of structural reforms. And that is my hope that is the conclusion of the Eurogroup on the 11th and the European Council on the 12th of February. Στο Eurogroup θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας, θα ακούσουμε και τις προτάσεις των άλλων, θα καταγραφούν σημεία συμπτώσεων και διαφορών. Πιθανόν αυτή η διαπραγμάτευση να μην είναι ένα μονόπρακτο που θα τελειώσει στις 11 Φεβρουαρίου.
Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο μήνα που έρχεται και που είναι ένας πυκνός και δύσκολος μήνας θα υπάρξει αυτό το νέο σύμφωνο ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαίους εταίρους που θα επιτρέψει και στην Ελλάδα να αναπτυχθεί ως ευρωπαϊκή δημοκρατία, ένα αξιοσέβαστο και ισότιμο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, αλλά ταυτόχρονα θα επιβεβαιώσει και την αρχή του σεβασμού της δημοκρατίας, αλλά και τις αξίες της αλληλεγγύης και της συνοχής για την ίδια την Ευρώπη. Πιστεύετε ότι υπάρχει πολιτική βούληση να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση ανάμεσα στην Ελλάδα και τους εταίρους της? Well, it must be. We have to find a realistic way to work together because, for example, the first wish from the new government to make this haircut and stop paying for the previous debt. That means, for example, for Cyprus to pay 100 million euros. That means for Italy to pay 10 billion euros. That means for Spain to pay 6.6 billion euros. So the other taxpayers all over Europe are guaranteeing today the situation in Greece. And starting with such an approach that all the others should pay for the promises Tsipras made during his election campaign, that is not realistic. Sorry, that's perhaps popular, but it's not realistic. And I cannot ask the Cyprus taxpayers to pay for the promises of Tsipras. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποια θέματα που η Ευρώπη ή η Γερμανία θα δεχόντουσαν ένα συμβασμό? Well, I would say yes, because when we are talking about the future, about the next years of the restoring the strength of Europe, there we have to find a common way, and there we have to make a compromise. It's totally clear. There are the wishes from Greece on the table. There are the wishes from other member states who has also a democratic elected governments, and all those colleagues have to sit together, and on European level we have to find a compromise. And the most important question is how we can gives a signal of hope, this light of the end of the tunnel. And therefore, you know that we on European level, together with the Social Democrats and the EPP, are working together with Jean-Claude Juncker on this investment package. We have to find money for investments for Europe to build up growth. Les conditions pourraient être effectivement une restructuration de la dette, un échelonnement de la dette, d'une part. Deuxièmement, une nouvelle écriture, si je puis dire, des réformes structurelles, et que ce soit des réformes structurelles qui soient justes et qui ne soient pas de nouvelles coupes budgétaires qui ont démontré partout, je le disais encore, en Europe, leur impuissance, leur inefficacité du point de vue économique. Et troisièmement, bien sûr, dans le paquet de négociations, il faudrait que le plan d'investissement pour la croissance et l'emploi que nous sommes en train de travailler au niveau européen bénéficie évidemment à la Grèce. Θεωρείτε ότι υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος Brexit της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη? Nobody wants a Grexit, absolutely, and everybody is working against the Grexit. But the upcoming development is in the hand of the Greek authorities, of the Greek government. And you know the behavior of the ECB. The ECB has clear rules, and they are acting on base of the clear rules. So I think that the new Greek government has to be aware about her responsibility and has to come back to a way of this approach of sitting together and finding common solutions. Η αλλαγή στην Ελλάδα αποτελεί ελπίδα για μια αλλαγή, για μια εγκατάλειψη αυτής της μονομερούς υφεσιακής λιτότητας που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια στην Ευρωζώνη. Και είστε αισιόδοξος ή απαισιόδοξος για την έκβαση των συνομιλιών αύριο και στις επόμενες ημέρες? Well, everybody knows that we are in a very critical time period. And the most important question in such a critical time period is to respect agreements and to come back to the table and negotiate to each other in a question of mutual understanding, of trust and of partnership approach. That is the idea of Europe, and that is a solution. Αυτό που μπορώ να σας βεβαιώσω είναι ότι κάθε μέρα που περνάει πείθουμε και περισσότερο και περισσότερους ότι θα είναι καταστροφικό για την ίδια την Ευρώπη και την Ευρωζώνη να ταπεινώσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες
και να στραγγαλίσουν μια νεαρή ελληνική κυβέρνηση. Je suis très heureuse que le peuple grec ait décidé de se battre contre l'austérité et de choisir un gouvernement qui avait annoncé haut et fort qu'il serait à Bruxelles et à Bruxelles dans les capitales européennes pour lutter contre l'austérité.